Ce sont les personnes les plus importantes de nos vies, nos mères, nos femmes, nos filles, nos meilleurs amis ou nos pires ennemis. Je veux parler évidemment des femmes. Bonjour à tous, Conversation avec vous donne aujourd'hui la parole à vous, mesdames. Vous savez où je me trouve? Je suis dans l'endroit peut-être le plus célèbre du sud de Tel Aviv, de Neve Tzedek, le centre Suzanne Delal. Suzanne Delal, une fille morte prématurément à l'âge de 26 ans, et c'est en son souvenir que ses parents ont décidé de créer un centre dédié à la culture. Alors c'est en l'honneur de Suzanne Delal, mais aussi de Golda Meir, Naomi Shemer et jusqu'à Netta, qu'aujourd'hui nous faisons honneur aux femmes. Bienvenue dans Conversation avec vous, spéciale Journée des droits de la femme. C'est une personne qui résume à elle seule les multiples facettes de la femme israélienne. Fille du grand rabbin Ovadia Yosef, issue du milieu ultra-orthodoxe, mais aujourd'hui femme moderne et femme politique, Adina Bar Shalom me rejoindra ici dans quelques instants. Entre l'armée obligatoire pour les femmes, le travail, les enfants, la vie de famille, la tradition juive, c'est quoi être une femme en Israël en 2019? Une vie agréable ou une vie invivable? C'est la question que nous vous poserons à vous, mesdames. La femme en Israël, la femme et la famille, la femme et la politique aussi. À moins d'un mois des élections, y a-t-il un vote féminin en Israël? Y a-t-il des revendications propres aux femmes auxquelles le politique n'a pas encore répondu? Nous vous interrogerons. Voilà pour le sommaire, place à notre premier invité. Et notre première invitée symbolise à elle seule la conciliation entre le rôle de la femme et la tradition religieuse. Adina Bar Shalom, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission spéciale. Vous êtes la fille du grand rabbin Ovadia Yosef, leader spirituel du Chasse, qui s'est éteint en 2013. Vous êtes éducatrice, militante sociale, impliquée également en politique. Quelle définition vous donneriez de vous-même aujourd'hui? Vous êtes ultra-orthodoxe ou il y a un autre mot que vous pourriez utiliser? J'utilise la phrase la plus simple. Je suis une femme haredi, ultra-orthodoxe, qui vit au XXIe siècle. Je n'adopte pas une culture qui nous est étrangère. Je reste dans ma culture, avec mes préceptes religieux, dans ma religion. Néanmoins, je rencontre toutes sortes de personnes. J'agis en leur faveur dans les institutions publiques où l'on trouve des hommes et des femmes ensemble. C'est un travail public pour améliorer la situation, par exemple dans le monde universitaire ou dans l'assistanat social. Et c'est pour améliorer la situation à la fois d'hommes et de femmes de famille et d'enfants aussi, pour que l'éducation soit améliorée. Si j'avais vécu dans la précédente génération, il y a une centaine d'années, avant l'ouverture de la première école ultra-orthodoxe, peut-être que je n'aurais fait que de la couture. Aujourd'hui, nous participons à la vie publique comme n'importe qui d'autre. Justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être à la fois une femme ultra-orthodoxe et être aussi une femme moderne? Bien sûr, il n'y a aucune contradiction. Je fais tout ce qui m'est autorisé dans les limites des préceptes religieux. Et je suis une femme moderne. Je peux m'habiller de manière moderne et en respect des préceptes religieux. Et je prends de la modernité ce qui m'est autorisé de prendre. Je n'ai pas à prendre tout comme un seul ensemble. Je prends ce qui me correspond. On est dans un endroit très symbolique, on est ici à Tel Aviv. Tel Aviv, on va dire, a une conception très différente de la femme que celle de Jérusalem. Qu'est-ce que vous répondez aux femmes tel-aviviennes qui disent « mais c'est pas ça être une femme » ? De nos jours, il y a une radicalisation du féminisme qui implique qu'une femme puisse tout faire. Moi aussi, je pense qu'une femme peut tout faire, mais je pense qu'on doit trouver les bonnes mesures pour qu'elle ne s'écroule pas. Car je peux exercer une profession et je suis ravie que mon mari puisse prendre sa part de responsabilité, participer à l'éducation des enfants, les emmener à l'école et préparer avec eux les devoirs. Il va au travail et moi aussi, je vais au travail. Et son travail est aussi important que le mien, autant que ma carrière est importante. Les deux sont importants de la même manière. Mais dans ce que vous dites, ça veut dire quand même qu'il y a eu une évolution dans les rapports entre les hommes et les femmes, aussi dans le monde ultra-orthodoxe, dans le monde haredi. Clairement, il est clair qu'il y a des changements nécessaires, étant donné l'état d'esprit de l'époque. Si dans le passé, l'homme allait au travail et la femme restait au foyer pour élever les enfants, aujourd'hui, tout cela a changé. Aujourd'hui, la femme, elle aussi, va au travail et construit une carrière. Alors il est clair que l'homme doit participer à la vie de famille. Non, mais dans le monde haredi, c'était aussi souvent la femme qui allait travailler parce que l'homme étudiait.
Dans le monde ultra-orthodoxe, il y a encore un mode de vie qui fait que de nombreux hommes étudient la Torah. Il y a de très nombreuses familles dans ce cas où la femme rapporte au foyer son gagne-pain. Et avec le temps, les hommes se sont habitués à cela. Et c'était dans le journal cette semaine. Ça montre comment les hommes ultra-orthodoxes ont une vie de famille commune avec leurs épouses et ils aident leurs épouses dans les travaux domestiques, avec les enfants, bref, tout ce qu'il faut afin de tenir une famille. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes, quand ils terminent l'école talmudique, vont étudier à l'université ou apprennent un métier et aident à subvenir aux besoins de la famille. Des jeunes, jusqu'à l'âge de 25 ou 30 ans, étudient dans des écoles talmudiques, mais les plus âgés vont travailler et ils aident aux besoins de la famille. Un seul salaire, et surtout celui d'une femme, ne suffit pas. Et d'ailleurs, de cela, il faudrait s'occuper, car une femme en Israël gagne 30% en moyenne de moins qu'un homme. Et c'est une injustice flagrante. Et vous luttez contre ça, notamment via votre mouvement Achi Israeli. La recherche du bien commun, c'est une urgence. Cela signifie que dans notre société, les religieux et non religieux doivent apprendre à vivre ensemble, en harmonie et en se respectant les uns les autres. Ça signifie aussi respecter les non-juifs qui résident dans le pays comme nous. Nous étions étrangers lorsque nous vivions en Égypte. Ce sont des choses très importantes pour nous. Se préoccuper de la paix, mais en sécurité, bien sûr. Il faut faire la paix avec nos ennemis. Avec nos amis, nous n'avons aucun problème. Mais pour faire la paix avec nos ennemis, nous devons d'abord nous assurer que notre sécurité sur la terre d'Israël ne sera pas remise en cause. La santé au nord et au sud du pays, les gens vivent en moyenne 4 ans de moins que les habitants du centre. Il faut s'assurer que la sécurité sanitaire, elle aussi, puisse exister par la construction d'hôpitaux au nord et dans le Negev. Et puis une autre chose, c'est l'éducation de nos enfants. Ça doit être en tête de nos préoccupations. C'est notre génération future. La génération précédente avait apporté bon nombre de prix Nobel. Et j'espère qu'il en ira de même pour la génération suivante. Et comment vous allez poursuivre votre mandat puisque vous avez renoncé à entrer dans la Knesset? Nous allons faire perdurer ce parti, à la fois social et politique. Et je suis certaine que nous serons prêts pour les prochaines élections. La situation changera et elle nous permettra d'exprimer nos souhaits et nos volontés, en tout cas celles qui nous paraissent les plus importantes. Merci beaucoup, Adina Bar Shalom, d'avoir été avec nous ici, devant le centre Suzanne Delal, pour cette spéciale Journée de la femme. Merci beaucoup. Alors en Israël, la femme a toujours eu sa place. Savez-vous d'ailleurs que le jour même de la déclaration d'indépendance du pays, proclamée par David Ben Gurion, il y avait une femme, une seule dans l'Assemblée, qui d'ailleurs a signé la déclaration d'indépendance. C'est devinez qui? Golda Meir, évidemment. Depuis, les choses ont bien changé. La place de la femme a évolué tant dans la société que dans les mentalités. On fait le point avec Benjamin Alouche. Israël, 4 millions de femmes et 4 textes qui tentent de défendre leurs droits. 1948, la déclaration d'indépendance instaure les bases de l'équité. 1951, une loi vient rappeler l'égalité entre les sexes dans une société qui évolue rapidement. 1992, la loi fondamentale sur la dignité humaine et sur la liberté démontre l'évolution du statut de la femme. Enfin, la dernière ratifiée est la résolution numéro 1325 de l'ONU en 2005. Objectif, la pleine participation des femmes dans la résolution des conflits armés. En Israël, elles ont toujours eu leur place dans l'armée. 1995, Tsahal intègre enfin celles qui souhaitent s'engager dans les unités combattantes. 21 ans plus tard, l'armée recense plus de 2000 combattantes et ce nombre ne cesse d'augmenter. Les femmes israéliennes de plus en plus nombreuses à des postes clés. Présidente de Leumi, Rakefet Roussak Aminoar est classée en 2016 parmi les 100 femmes les plus influentes au monde selon Fortune Magazine. Considérée comme la femme la plus riche du Moyen-Orient, Shari Harrison détient 16% de la banque Hapoalim. Malgré ces exemples de réussite, en 2017, l'écart des salaires entre hommes et femmes, toutes professions confondues, atteignait 22%. Côté politique, elles sont seulement 13 à s'être vues confier un portefeuille ministériel dans différents gouvernements.
À la plus haute fonction du pays jusqu'en 1974, Golda Meir incarne le symbole de la femme israélienne. 4e première ministre d'Israël, elle est dans le monde la 3e femme à avoir été nommée à ce poste. Ces dernières années, de droite ou de gauche, ce sont des femmes qui ont la charge de certains portefeuilles ministériels clés. On peut citer le cas de Tzipi Livni, 2e vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères de 2006 à 2012. Plus récemment, Ayelet Shaked, au poste de ministre de la Justice depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, démontre l'avancée de la place de la femme en politique. Elles sont 3 chefs de parti pour les prochaines élections législatives. Le 9 avril prochain, l'image de la femme en politique pourrait être représentée par Tamar Zandberg, Orly Levy Abekassis ou encore Ayelet Shaked. Voilà pour ce panorama et ces quelques chiffres. Nous allons maintenant en parler, mais d'abord, je vous présente nos femmes du jour. Véronique Dahan, elle est architecte, c'est la créatrice depuis 3 ans de la Journée de la femme francophone en Israël. Gilberte Finkel, elle est militante féministe, membre du conseil d'administration du centre Adva sur les inégalités en Israël. Marilyn Smadja, elle est professeure et chercheuse dans le domaine de l'éducation, cofondatrice de Women Wage Peace, les femmes font la paix. Dorit Koskas, elle est doyen adjointe de la faculté de droit de l'université de Tel Aviv, membre fondateur de la première école pour laïcs et religieux à Tel Aviv. Nathalie Garçon, elle fait du coach d'entrepreneur, elle est fondatrice de Born to the Business. Moria Rodrigue, elle est avocate indépendante et présidente de l'association des originaires de Belgique en Israël. Roxane Lamy, elle est chercheuse en biologie à l'université de Bar-Ilan. Elle est également présidente du Cercle des femmes de Givat Shmuel. Sarah Blolo, elle est chocolatière artisanale, cofondatrice du réseau Network Up de femmes françaises auto-entrepreneuses en Israël. Enfin, c'est le seul à défendre avec moi la jante masculine sur ce plateau. Emmanuel Halimi est à son poste. Et je me trouve maintenant devant le centre Suzanne Delal, ici au cœur de Neve Tzedek, ce beau quartier de Tel Aviv qui a été fait totalement à neuf aujourd'hui, entouré, vous voyez autour de moi, uniquement que des femmes, puisque nous avons décidé aujourd'hui de vous mettre à l'honneur, mesdames. Et voilà, pendant certaines émissions, on m'a dit il y a beaucoup d'hommes, un peu trop d'hommes. Cette fois-ci, on a complètement contrebalancé à cette occasion, cette semaine où nous célébrons la journée de la femme et pas que. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et tiens, je vais peut-être commencer d'abord par une question des plus simples. Qu'est-ce que c'est pour vous être une femme en Israël en 2019? Marilyn Smadja. Déjà, c'est regarder autour de moi ces femmes qui représentent un pulse très très large de la société israélienne. On est toutes franco-israéliennes, mais en fait on est religieuses, laïques, traditionnelles. On est de droite, de centre, de gauche, un peu comme un Women Wage Peace, d'ailleurs le mouvement que j'ai cofondé. Donc on est d'un peu partout, de tout Israël. Et je crois que d'être une femme en Israël, c'est surtout, d'abord de pouvoir vivre son judaïsme de manière sereine, de manière beaucoup plus acceptée, totale en fait, et de la manière dont on veut le vivre. Ça, c'est la première chose. De vivre aussi son judaïsme en tant que femme, de la manière dont nous voulons. Et je pense que nous sommes toutes différentes ici et c'est une très bonne chose. Et je pense aussi, c'est de réaliser en tant que femme un rêve, une réalisation historique aussi. Le fait d'être femme ici sur la terre d'Israël. Exactement, il y a une responsabilité et la charge de la réalisation d'un rêve, la continuité du sionisme. Et je pense que, enfin en tout cas pour moi et peut-être pour les autres femmes qui sont autour dans ce panel, une chance exceptionnelle. Une chance d'être femme. Ouais. Dorit Koskas, qu'est-ce que pour vous être une femme en Israël en 2019 ? Alors être une femme en Israël, c'est d'abord faire preuve de leadership, parce que les enjeux pour les femmes sont énormes dans cette région. C'est apporter un petit peu sa noblesse d'esprit à tout ce qui peut et sa sensibilité de femme. Vous voulez dire que les hommes ne sont pas nobles d'esprit ? Non, absolument pas. On a absolument pas, c'est pas absolument pas ce que j'ai dit. Mais les femmes apportent une sensibilité un petit peu différente et quelque chose de différent. C'est pour ça que la parité est importante. Les hommes apportent une approche et les femmes apportent une approche différente. Et puis surtout, en termes de vie juive,
Je crois que aujourd'hui, il existe de nouvelles grilles de lecture au sein du judaïsme orthodoxe, qui ont élargi les champs de possibilités des femmes et qui leur permettent de mener une vie juive tout à fait épanouie, qui leur permettent d'avoir une vraie place à l'intérieur de leur communauté. Et je pense que être une femme israélienne, c'est tout ça à la fois. Nathalie Garçon, si l'on compare par rapport au fait d'être une femme en France ou même aux États-Unis, où vous avez vécu de nombreuses années, il y a une grande différence quand on est femme en Israël avec toutes ces responsabilités. On est à la fois mère, à la fois on travaille, à la fois on voit que ses enfants vont partir à l'armée. C'est beaucoup de choses sur une maman ici. Tout à fait. En fait, c'est très différent d'être une femme en Israël et une femme en France ou aux États-Unis. Il y a en fait une concentration sur la vie traditionnelle de la femme juive, de la mère, du rôle de mère, de la femme au foyer, qui est beaucoup plus importante en fait en Israël que dans d'autres pays. Alors d'un certain côté, ça veut dire qu'une femme peut être plus librement mère et peut assumer son rôle de mère, mais ça veut dire aussi que peut-être au niveau de sa carrière, ça sera plus difficile pour elle de dépasser les échelons et elle va rencontrer plus rapidement le plafond de verre dont on parle, puisque c'est beaucoup concentré sur son rôle de mère et de femme au foyer. Donc c'est les différences que j'ai pu observer depuis que je suis en Israël entre la femme en Israël et la femme en France et aux États-Unis. Ouais. Est-ce qu'être femme en Israël, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est avoir peut-être une vie d'homme, au sens où il faut savoir se battre, il faut savoir sortir les crocs? Qui veut me répondre par rapport à ça? Allez-y, je vous en prie. Oui, je pense que non, ce n'est pas avoir une vie d'homme, parce que les hommes ont des privilèges qui existent toujours, même s'il y a eu des brèches qui ont un peu réussi, mais il ne faut pas oublier, il y a toujours un écart de salaire de 32% entre les hommes et les femmes. Et quand je regarde Israël aujourd'hui en 2009, je n'arrive pas à comprendre la passivité des femmes, même dans le secteur qui marche le plus, le secteur moteur de l'économie qui est le high-tech. Dans une même société, les femmes pour le même travail sont moins payées. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de la violence, au mois de novembre, il y avait la journée internationale contre la violence contre les femmes. L'année dernière, il y a eu 24 femmes qui ont été tuées par un membre de leur famille, plus une fillette, plus une adolescente, alors que le chiffre, il y a quelques années, était entre 12 et 14. Donc quand je vois tout ça, je me dis, on va quelque part, en plus moi je suis à la retraite et je me considère comme israélienne, pas franco-israélienne, mais israélienne, mais francophone et aussi. Militante féministe, c'est comme ça que vous êtes présentée d'ailleurs. Oui, que ma retraite en tant que femme n'est pas l'équivalent de ce qu'ont les hommes à la retraite. Pensez-y, ça, il faut le préparer quand on est très jeune, ok? Et toutes sortes d'autres discriminations. Je ne rentre pas, il y en a qui peuvent le faire beaucoup mieux que moi, dans les discriminations au sein des lois de statut personnel, où il y a des brèches, comme aujourd'hui, comme vous avez dit, il y a des Tohanot Rabbaniot, des femmes juristes dans les tribunaux rabbiniques. D'un autre côté, vous avez des rabbins qui passent leur temps à prêcher aux jeunes femmes pratiquantes de ne pas faire leur service militaire, alors qu'il y en a de plus en plus qui veulent les faire. En plus, moi, je pratique un judaïsme laïque, ça veut dire pour moi être ici, oublier, c'est les deux à la fois, oublier que je suis juive, j'ai grandi en France dans la génération des baby boomers, où il y avait le spectre de la guerre. Okay, une partie de ma famille a été déportée. Donc pour moi, Israël, c'est un miracle en même temps. Mais je n'oublie pas qu'il y a quand même quelque chose, on n'arrive encore pas à faire la paix. Les femmes font une double journée qui est une catastrophe ici à cause du temps de travail. En France, 35 heures, quand vous des dites vacances. Double journée, c'est parce qu'elles doivent être au travail et elles doivent ensuite s'occuper de leurs enfants? Non, c'est parce que les hommes ne participent pas encore, ils participent un peu plus, ok? Donc, je pratique, pour moi, l'État d'Israël est important, beaucoup plus que la pratique du judaïsme. Je voudrais un État dans lequel on puisse s'épanouir et vivre, éventuellement avec moins de temps à l'armée, avec une armée, parce que je ne nous vois pas sans armée dans les années qui viennent, mais un peu plus de temps. Le temps réservé à la famille est très court ici. Pendant les fêtes, tout le monde est occupé à tout préparer, il n'y a pas assez de vacances. Si j'étais restée en France, je compare avec les gens, les amis de ma génération, donc, qui sont à la retraite comme moi, qui ont une retraite beaucoup plus grande. Je vois les jeunes qui travaillent, qui ont beaucoup plus de vacances en famille. Ici,
quand on avait proposé 3 semaines de vacances par an, l'Union des industriels a tout de suite crié « Qu'est-ce qui va se passer ?» On n'est pas moins productif en France qu'ici, au contraire. Donc, quand je regarde ce que c'est aujourd'hui, je me dis, il y a eu un tas d'avancées. Et puis, quelquefois, on fait 2 pas en avant, un pas en arrière. Alors, votre voisine veut réagir. Je vais vous donner la parole. Vous êtes jeune, vous avez de l'énergie, alors il faut en convaincre le plus possible. Et puis, cette histoire de verrouillage des salaires, ça me semble très, très grave. Et ça, parce que ça, c'est vraiment verrouillé. On a bien compris. Et vous êtes plusieurs à me le dire depuis le début de l'émission. Et qui ne change pas. Véronique Dahan, qui est à votre côté. Véronique, vous avez organisé, il y a une dizaine de jours, une journée justement dédiée à la femme francophone en Israël. Est-ce que vous faites des constats similaires ou est-ce que vos revendications sont similaires? Tout à fait. On est dans le même schéma. L'occasion de la journée de la femme est surtout une occasion de faire rencontrer les femmes. Elles parlent, elles se ressourcent, elles échangent pas mal d'idées, et notamment au sujet justement de leur travail. C'est ainsi que des différents networks ont été montés, dont Sarah fait partie aussi. Donc nous sommes assez nombreuses à demander à ce que justement les choses évoluent. Et on les fait évoluer par différents groupes, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, où les gens se réunissent, les gens font beaucoup de networks. Il y a vraiment une mobilisation énorme des femmes et on voit qu'elles sont là vraiment présentes et elles veulent vraiment revendiquer leur place. Les femmes sont présentes et elles nous le montrent aujourd'hui dans cette émission et dans ces conversations 100% femmes. Reste avec nous, toute petite pause et dans un instant, la suite de ce débat ici à Tel Aviv, devant le centre Suzanne Delahun. De retour pour ces conversations avec vous aujourd'hui, les femmes. Regardez autour de moi, panel 100% féminin. C'est un plaisir, je dois vous le dire, je suis très bien entouré. On profite de cette journée internationale du droit de la femme pour faire justement un panorama de ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et si vous étiez avec nous juste avant la pause, on a parlé de cette situation qui sont des réalités, à savoir des différentiels dans les salaires, des différentiels dans le travail. Et pourtant, Dorit Koska, je vais me tourner vers vous, il y a quand même une vérité. Aujourd'hui en Israël, c'est un pays quand même très avancé. Les femmes sont dans le monde du travail, elles ont le droit de faire des études, elles sont partout. Alors, Israël est effectivement le mauvais élève de l'OCDE sur les écarts de salaire. Ce n'est pas le mauvais élève de l'OCDE sur tout en termes de statut des femmes, puisque la majorité des femmes travaillent en Israël et elles sont en moyenne très diplômées par rapport aux autres pays de l'OCDE. Alors, où est-ce que ça pêche finalement ? Eh bien, tout simplement, les femmes travaillent, mais elles n'ont pas accès à des postes élevés. Par exemple, on n'a que 26% des femmes qui sont représentées à la Knesset, que 18% des femmes qui sont représentées dans les conseils d'administration des entreprises. Et donc, finalement, j'ai envie de dire, c'est encore plus grave, puisqu'on a des femmes qui sont diplômées, plus diplômées que la moyenne dans les pays de l'OCDE, mais il y a un véritable problème de parité. Donc c'est quoi? C'est l'ascenseur social dans une entreprise? On ne leur donne pas assez de postes élevés? Il y a plusieurs raisons, mais on vit aussi dans une société qui est encore très patriarcale, où la gestion du foyer incombe encore, dans la plupart des foyers israéliens, à la mère. Il y a des secteurs de la population israélienne, comme le secteur arabe ou le secteur ultra-orthodoxe, ou même au niveau culturel, ce sont des sociétés, des communautés très patriarcales. Donc je pense que ce n'est pas à négliger. Et effectivement, je crois que la deuxième raison, c'est le fait que l'école finisse très tôt et que les moyens de garde soient extrêmement chers. Si vous avez une maman
qui a un salaire Donc une mère se retrouve moyen. au fond dans l'obligation de partager sa vie entre ses ambitions professionnelles et ses obligations de mère. Elle est complètement tiraillée. Ouais. Complètement Ce qui n'est pas le tiraillée. cas en France où l'école dure plus longtemps, où on peut trouver plus facilement des centres pour accueillir les enfants. On va faire passer un petit peu de micro. Sarah Blolo, vous avez participé, on évoquait tout à l'heure cette journée de la femme francophone en Israël. Vous avez participé aussi à cette journée. Est-ce que vous faites le même constat sur ce qu'est être aujourd'hui une femme en Israël, c'est-à-dire cette obligation de devoir à la fois gérer ses besoins professionnels et ses envies professionnelles. Je vais rappeler que vous êtes chocolatière. D'ailleurs, on attend que vous ameniez la prochaine fois quelques chocolats pour nous. Avec plaisir. Et puis aussi une obligation de maman et donc d'avoir sa famille aussi à gérer. C'est dur en Israël. Oui, effectivement. En Israël, comme Dorit l'a dit, une femme, la plupart des femmes travaillent et également sont mères. Mères au foyer, donc elles partent tôt le matin, elles doivent s'organiser pour sortir les enfants à l'école, arriver à l'heure au travail, rentrer vite pour les récupérer. Et il y a toujours ce problème également des enfants qui terminent tôt, donc il faut trouver un tséharon l'après-midi, ou c'est toujours des frais en plus, donc c'est toujours savoir où placer l'argent, c'est où je travaille moins, où je fais garder mes enfants, c'est très compliqué. Je pense que c'est une question de choix, c'est un choix, et c'est aussi une question de où on met ses priorités. Mais les femmes sont fortes, les femmes sont ambitieuses, les femmes veulent réussir dans les deux carrières de maman et de femmes qui travaillent. Et de femmes au travail, c'est ça. Alors vous avez utilisé un mot, Roxane Lamy, votre voisine a utilisé à l'instant le mot de choix. Et vous nous avez dit également en préparant cette émission qu'au fond, ce qui comptait, c'était le choix que l'on faisait. C'est-à-dire, est-ce qu'on va d'abord privilégier sa vie de mère ou sa vie de femme, ou alors privilégier des ambitions un petit peu plus professionnelles? Oui, je pense en Israël vraiment qu'une femme doit faire un choix entre sa vie de mère et de sa vie et sa carrière finalement. On peut faire des carrières, mais ça demande un certain prix. Étant donné que l'école se termine tôt, ça c'est un vrai problème. Et puis il y a aussi le problème des congés maternité qui sont très courts et très souvent... Précisez, c'est quoi les durées? Parce que quand on vient de France, on est halluciné par les différentiels entre ce qui est la loi en France en la matière et la loi en Israël. La loi en Israël est aujourd'hui de 14 ou 16 semaines, je ne sais plus, pour n'importe quel enfant. Je sais qu'en France, le nombre de semaines augmente en fonction du nombre d'enfants. Non, que ce soit le premier, le quatrième ou le cinquième, le temps reste le même, le congé maternité. Donc oui, les femmes se posent des questions quand développer sa vie de famille, quand développer sa carrière, c'est des choix qu'il faut faire. Nathalie Garçon, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que je voulais dire que justement cette situation qui est difficile par rapport au travail employé provoque des décisions chez les femmes de devenir entrepreneurs. Et moi, je vois beaucoup ça chez les femmes que j'accompagne en tant qu'entrepreneur parce que justement, être entrepreneuse, ça veut dire pouvoir avoir un emploi du temps flexible, pouvoir travailler de la maison, pouvoir travailler sur Internet. Et c'est vrai qu'en Israël, il y a un dynamisme au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'économie qui permet justement de se développer, je pense, beaucoup plus qu'en France. Et donc, moi, je vois beaucoup de femmes qui choisissent de devenir entrepreneurs plutôt que salariés parce que ça leur permet un potentiel de développement économique, d'épanouissement, de développement personnel. Et c'est, j'allais dire, le bon côté un petit peu de tout ce qu'on vient d'entendre parce que c'était... Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'au fond, vous avez fait vôtre une difficulté ou une complication grâce au système économique israélien, Marilyn Smadja. Alors, moi, je voudrais parler aussi un petit peu d'un autre sujet qui a été abordé et qui est fondamental, c'est notre représentation en politique. Ouais. Parce que si nous avions une meilleure représentation en politique, si justement les droits de la femme étaient beaucoup plus accentués au sein du Parlement israélien, je pense que beaucoup de problèmes, y compris les cadres scolaires, y compris le fait qu'aujourd'hui, il y a une publication que les femmes gagnent une fois moins et demi que les hommes aux mêmes compétences et la violence. C'est un sujet extrêmement important et les femmes ont dû se battre au dernier Parlement pour pouvoir faire passer des lois qui étaient déjà un projet qui avait déjà mis en place. Moi, je suis très... Alors vous dites qu'il n'y en a pas assez.
Mais je vous pose la question, quand vous voyez quelqu'un comme Ayelet Shaked par exemple, vous dites ça, voilà, c'est la nouvelle force féminine? D'abord, c'est très important qu'il y ait des femmes comme Ayelet Shaked. Ce n'est pas une question de force féminine, c'est une question de mettre la voix des femmes à la Knesset, qu'elles soient de droite, de centre, de gauche, arabe et juive. Donc ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Et il y a Women Watch Peace, on se base sur la résolution, la 1325, qui est une résolution qu'Israël a ratifiée, que la France a ratifiée, que 20 pays dans le monde ont ratifié. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que d'abord la 1325 dit que les femmes doivent être beaucoup plus impliquées en politique et sur les questions aussi sécuritaires. Et on sait très bien qu'en Israël combien les questions sécuritaires sont fondamentales et touchent pratiquement tous les autres domaines de la vie. Nos relations entre nous, entre gens de gauche, de centre, de droite, entre juifs et arabes. Et personnellement, quand je vois les futures élections, là maintenant, le 9 avril, je voudrais juste souligner un sujet qui est très important, qui devrait nous faire réfléchir, nous, à toutes les citoyennes en Israël, quelle que soit notre position, c'est qu'on était 33% de députés à la précédente Knesset, au Parlement israélien. Il est fort probable, on le sait déjà d'ailleurs, qu'il y aura de toutes les manières non seulement moins de femmes au Parlement donc le 21, mais en plus on sait qu'elles auront moins de places importantes dans les postes dans les listes seront moins élevés. Elles sont très Donc, reculées. ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a pas une évolution, il y a une régression. Gilbert, actuellement, vous trouvez que c'est aussi un problème aujourd'hui dans la représentation, y compris à la Knesset? Ce que je voudrais, à propos du travail, juste une petite parenthèse, il y a énormément de femmes qui travaillent à mi-temps en Israël. Donc ça explique aussi l'écart des revenus. Maintenant, en politique, on a un nouveau parti, là, le parti blanc-bleu. À sa tête, 5 hommes. Orna Barvivai, qui vient de l'armée, elle n'est même pas mise entre les 3 généraux. Et la représentation n'est pas forcément un facteur d'influence. L'égalité en nombre n'est, à mon avis, pas forcément un facteur d'influence. Après la guerre de Kippour, celui qui a eu le plus d'impact pour qu'il y ait une commission d'enquête sur tout ce qui s'était passé, c'était un manifestant du nom de Moti Ashkenazi. Celles qui ont eu un énorme impact après la guerre du Liban, la première guerre du Liban, c'est l'organisation des 4 mers. Il y a effectivement beaucoup de femmes à la Knesset, mais elles sont soumises plus que jamais à la politique, au vote avec leur parti. Quand il y avait des négociations avec les Palestiniens, la seule qui en faisait partie, c'était Tzipi Livni. Dans les équipes de négociation qui faisaient le travail par derrière, il n'y a jamais eu de femmes. Je me demande s'il n'y avait pas plus de femmes chez les Palestiniens. Donc, entre tout ce qu'on dit, c'est pour ça que, même si c'est important, la représentation est importante pour qu'une petite fille à qui on veut enseigner la cuisine et je ne sais pas encore quoi à l'école, et puis qu'elle s'habille en rose et des rêves d'être mince. On en est quand même très loin aujourd'hui, on a avancé, rassurez-vous. Elle ait une autre par rapport à image ces et qu'elle sache qu'elle peut être. Oui, mais Golda Meir, ça n'a pas duré. Ça a été une exception. On veut qu'elle sache qu'elle peut être pilote à l'armée, Premier ministre et ministre. Au gouvernement, il y avait très peu de femmes ministres. Donc vous voulez dire quoi? Qu'on se sert au fond d'un symbole, d'une personne pour cacher une masse de femmes qui ne montent pas vers le haut. Sarah Blolo, est-ce que vous pensez également justement qu'il y a quelques symboles, si je comprends bien le fond de votre pensée, on va utiliser au Golda Meir ou à Ayelet Shaked, mais pour au fond derrière avoir une masse d'hommes en fait qui ont le pouvoir derrière et pas du tout d'autres femmes? Ouais, je pense, mais il y a quand même des femmes qui essayent de faire évoluer les choses par leur exemple, comme Ayelet Shaked, qui montre l'exemple d'une femme israélienne qui allie carrière et mère de famille. Je l'ai vu dimanche dans un panel justement de We Women, de femmes auto-entrepreneuses, où elle disait clairement que elle dissociait pas son rôle de mère et de femme en tant que ministre, et qu'elle faisait tout pour ne pas que ça dévie et que rester une mère en part entière. Donc il y a une certaine évolution, et je pense qu'avec le temps, les femmes vont quand même rentrer beaucoup plus dans la politique, et il y a vraiment un changement dans les mentalités, dans les cultures. Nathalie Garçon. Je voulais ajouter aussi que la société israélienne est très tournée vers l'armée.
Et en politique aujourd'hui, ce qui est reconnu comme une valeur ajoutée, c'est le parcours dans l'armée. Même Ayelet Shaked, qu'on respecte aussi beaucoup pour son parcours dans l'armée, et son mari qui est aussi aviateur dans l'armée. Et donc c'est vrai qu'il y a même dans l'éducation des petites filles, il y a aussi une évolution à avoir dans la société israélienne, de tourner moins vers l'armée et plus vers la vie civile. Et ça, c'est vrai que c'est un challenge de la société israélienne. Tant qu'on sera un pays en guerre, ça sera difficile pour les femmes de se positionner par rapport à ça. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu plus loin dans ce débat. On évoquait il y a quelques instants ensemble les femmes en politique, mais est-ce qu'il y a un vote de la femme en politique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un vote féminin? Je ne pense pas qu'il y ait de vote féminin. Je ne pense pas qu'en Israël, il y ait de vote féminin. En revanche, il est capital, quand on va voter, qu'on ait une femme, je pense, de regarder s'il y a des femmes en tête de liste. Quel que soit le parti et la sensibilité politique qu'on a, il est capital de regarder s'il y a des femmes en tête de liste, on va dire dans les 10 premiers, parce que ça veut dire quelque chose sur le parti et sur la façon dont les choses se font à l'intérieur du parti. Moria. Je pense qu'en Israël, malheureusement, on n'a pas encore le luxe d'avoir un vote féminin. Comme on a dit, on est un pays de guerre encore. Mais il y a des sujets qui sont comme la sécurité et l'économie qui sont beaucoup plus importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous admettez l'idée que seul un homme peut incarner l'idée de la défense et de la sécurité? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'une femme, elle peut le faire avec la même force qu'un homme. C'est juste une question de mentalité. Il faut être un peu plus ouvert d'esprit. Je pense justement que, comme on a dit, Ayelet Shaked, elle peut absolument être, même si elle a jamais voulu, mais ministre de la Défense, je la vois très bien. D'ailleurs aussi les femmes de gauche, donc ça ne change pas vraiment de quel point de vue politique tu es. Je pense que les femmes, c'est quelque chose, elles peuvent vraiment faire une révolution. Et je pense aussi que c'est important que les hommes reçoivent aussi une éducation féministe. Je pense que chaque homme a une sœur ou une femme, et pour eux aussi, c'est important que leurs proches ont le respect et la force comme eux. Donc je pense aussi que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire comme société. Ça, c'est quelques propositions. Marilyn Smadja. Je voudrais juste rajouter un point. D'abord, je suis entièrement d'accord qu'il n'y a pas ce qu'on appellerait un vote féminin ou un vote massif. Mais par exemple, des travaux de recherche très approfondis qui ont été faits ont montré que les femmes avaient certaines tendances un peu différentes, par exemple, que les hommes. Je vous donne deux exemples, par exemple. Elles attachent plus d'importance que les hommes à la sécurité, parce qu'elles considèrent que la sécurité, c'est pas seulement la sécurité aux frontières, mais aussi c'est leur propre sécurité, la sécurité dans la rue, la sécurité au sein de leur population. Le vote féminin est davantage sécuritaire. Déjà, attendez, c'est intéressant parce que en plus, les gens pourraient penser, le deuxième point que disent ces recherches, pourrait penser que c'est contradictoire alors que ce n'est pas du tout contradictoire. Les femmes ont beaucoup plus tendance à vouloir des accords politiques et des accords de paix, donc elles sont beaucoup plus dans la négociation, dans la conciliation, dans l'idée qu'il y a un espoir possible, une résolution du conflit. Alors elles ne sont pas la paix maintenant, c'est pas du tout ce qui est dit, mais elles ont une tendance à allier justement ces deux sentiments. Un, le besoin de sécurité, et deux, le besoin d'accord. Alors beaucoup de gens généralement sont dans la dichotomie en Israël, pensent qu'il y a la sécurité d'un côté et les accords de paix de l'autre. Et elles, justement, les femmes arrivent à avoir une vision bien plus pragmatique, je dirais, d'une certaine manière, beaucoup moins attachée à des idéologies plus violentes, qu'elles soient de droite, de gauche, et elles allieront beaucoup plus ce qu'elles connaissent aussi au sein de leur propre vie, c'est la conciliation, et de mettre en sécurité leur famille, et en même temps de chercher tout le temps des solutions. Par exemple, je donne un dernier exemple, il serait impensable, je pense, pour une femme qui veut éduquer des enfants et les futures générations, de dire que nous allons vivre toute notre vie sur une épée Damoclès. C'est contraire à un sentiment d'éducation. C'est impensable. Peut-être parce qu'au fond, ces femmes sont aussi des mères qui vont envoyer leurs enfants à l'armée. Roxane, vous partagez également, finalement, je dirais pas ce constat, parce que c'est un état de fait visiblement, qu'en fait, il y a à la fois chez les femmes ce vote et sécuritaire, et puis le côté, c'est ce que vous me disiez Marilyn, de chercher tout de même des accords de paix.
Je pense qu'il est très important aujourd'hui de voter pour des listes où les femmes sont placées à des postes hauts et des places hautes et importantes. Si on veut vraiment voir un changement dans la société israélienne au niveau de la condition de la femme et arriver à pouvoir faire changer les choses même de manière au niveau de la société, vraiment des principes de société. Et on voit ça dernièrement aux élections municipales. On a vu qu'il y avait très peu de femmes qui étaient maires et qui siégeaient dans les conseils municipaux. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Ouais. Alors, à propos de l'image justement de la femme, au risque de vous choquer, il y a certaines images qui m'ont interpellé, qui nous ont interpellés également en préparant cette émission. Ce sont parfois des affiches où la femme est absente. On l'a vu il y a quelques semaines avec une affiche Torah Box où il y avait 3 hommes dont on voyait les photos et qui allaient donner une conférence, et puis une femme à leur côté qui allait aussi donner une conférence, sauf que l'on ne voyait pas son visage. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui d'Israël, Gilberte? C'est une catastrophe. D'ailleurs, le plus grand scandale, puisqu'on parle d'élections, c'est que les partis ultra-orthodoxes continuent à refuser de mettre des femmes dans leur liste. Et aux dernières élections, il y a eu des femmes qui ont demandé à l'être, elles ont été ostracisées, injuriées, de façon absolument scandaleuse. On a gagné à la Cour suprême. Oui, et alors? Mais la Cour suprême, ils en ont rien à faire de la Cour suprême. Eux, la Cour suprême, elle n'existe pas. Ce qui compte, c'est ce que disent leurs rabbins, leur conseil de rabbins. Donc, il y a aussi une politique, une tendance générale dont on ne se rend pas compte à Tel Aviv. C'est une question de géographie. Je veux dire, à Jérusalem, déjà à l'époque où il y avait des protestations contre le harcèlement sexuel, des abribus avaient été démolis, je vous parle d'il y a 20 ans, parce qu'il y avait des femmes dessus, pas de femmes sur les autobus. La membre de la Knesset du parti Kulanu, Rachel Azaria, qui elle est pratiquante, mais est d'accord pour qu'il y ait des lieux ouverts le Shabbat et des transports pour le Shabbat, parce que pas tout le monde fait le Shabbat de la même manière, a lancé une campagne pour montrer les femmes dans l'espace public à Jérusalem. Et ça, c'est vraiment une question de géographie, parce que vous êtes à Tel Aviv, dès qu'il fait un peu beau, vous voyez toutes les jeunes femmes qui se baladent en short et débardeurs, vous arrivez à Jérusalem, Beth Shemesh, enfin pas partout à Jérusalem, mais en gros, et vous êtes dans un autre monde. Donc la Cour suprême, cette même Ayelet Shaked, dont vous avez beaucoup parlé, je vais me faire l'avocate du diable, c'est vraiment le cas de le dire, a nommé un juge qui a décidé, qui a décrété qu'une femme qui trompait son mari n'avait pas le droit à la moitié des biens de la famille. On est au XXIe siècle. C'est absolument scandaleux. Donc moi, je trouve qu'en plus de la représentation politique, il est important qu'il y ait des mouvements de grassroots, et toutes vous êtes impliquées un peu partout. Pour la représentation visuelle également. Véronique Dahan, passez un petit peu le micro. Véronique Dahan, réaction également sur la même question que je posais juste avant, concernant la représentation visuelle des femmes, et notamment sur certaines affiches. Tout à fait. Donc la dernière affiche de la Journée de la femme, effectivement, il y a 3 hommes qui sont représentés. C'est pas un choix, c'est surtout le choix des femmes de ne pas l'être. Donc il y avait des rabbinites, il y avait différentes personnes qui devaient parler, et elles ont demandé à ne pas avoir leur visuel. Donc ce n'est pas un homme contre des femmes, c'est surtout leur choix. Et pourquoi elles demandent à ne pas apparaître? Religieusement parlant, ce n'est pas sniout, comme elles disent. Ça n'est pas sniout. Voilà, tout à fait. Vous approuvez ce principe, justement? J'approuve pas ce principe, je le respecte. Ouais. Donc dans la mesure où on peut parler des gens sans montrer leurs photos, si c'est leur choix, il faut le respecter. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir également sur cette question-là? Je voudrais réagir parce que c'est très souvent dans les débats justement sur la parité, les femmes qui n'ont pas forcément confiance en elles. Et c'est aussi les femmes qui forcément ne se mettent pas forcément en avant. Et c'est vrai qu'il y a toute une éducation à avoir par rapport à comment la femme se perçoit et comment la femme se voit et comment est-ce qu'elle est prête à se mettre en avant. C'est vrai que la société ne leur donne pas non plus la place, mais il y a aussi une appropriation de cette place qui doit se faire par les femmes. Et c'est vrai qu'au niveau des milieux ultra-orthodoxes, c'est pas encore ça. Et donc ça doit passer par quoi? Demander à être sur une affiche? Marilyn Spadja. Parce que moi, je suis cofondatrice d'un mouvement qui a 50 000 femmes aujourd'hui, après seulement 4 ans et demi en Israël. Donc c'est un des plus grands mouvements. Et une des choses sur lesquelles nous travaillons nous-mêmes personnellement, c'est le fait que généralement nous avons appris socialement à nous diminuer, à ne pas prendre la place. Et donc, et entre nous, en plus, de femme à femme, hein, on ne se donne pas la place. Et d'ailleurs, je suis très contente de ce panel parce qu'on se donne la parole. Et parce que vous reprenez le devant de la scène. Merci beaucoup, Marilyn Smadja. 2 mots de conclusion. Un mot, Sarah, vous vouliez parler pour conclure? Oui, je voulais dire que voilà, moi, comme vous le voyez, je suis religieuse. On va dire, je fais partie du mouvement Haredi.
Mon mari étudie, mes enfants sont dans des institutions ultra-orthodoxes. J'ai accepté de venir ici, je passe à la télé, donc on va me voir, il n'y a pas de souci. Je pense qu'après, c'est une question de sensibilité. Si je ne suis pas en train de me montrer, de faire un défilé de mode, si je reste digne et que je sais pas une façon ostentatoire, je pense que vous réagissez par rapport aux femmes que l'on ne voyait pas sur les affiches. Voilà, hein. je pense qu'une femme, bon après c'est chacun son choix, mais personnellement, tout est dans la façon dont on le fait et dans l'intention dont on le fait, le message qu'on veut véhiculer. Et si une femme, elle peut paraître et par sa parution, elle peut faire évaluer les choses. Eh ben, je pense que c'est justement une mitzvah et c'est pas quelque chose qui est interdit par la Torah. Et merci d'avoir dit dans cette émission, c'était notre ambition en tout cas. Voilà, je voulais finir justement par rapport à la journée de la femme. Voilà, la journée de la femme sert à ça justement, à faire rencontrer les personnes de différents panels et leur donner la parole. Il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées aussi avec des nouvelles formations, parce qu'on arrive de France avec certains métiers qui n'ont pas été validés, où il faut remettre en question son parcours universitaire, enfin différents métiers. Et maintenant, il y a de plus en plus de formations qui sont proposées à ces femmes de différents âges, qui sont mariées, divorcées. Donc ça pose vraiment un réel problème. Et il y a de plus en plus de formations qui se proposent justement à toutes ces femmes, et ça a été l'occasion justement qu'elles se rencontrent entre elles. Mais voilà. Écoutez, on a essayé de planter le décor ensemble, de montrer ce qui n'allait pas, de montrer également ce qui va, parce que c'est quand même un pays par rapport à d'autres où les femmes ont le droit de parler, ont le droit de s'exprimer, et notamment sur notre antenne. Merci à toutes d'avoir été avec nous ici à Suzanne Delal, au cœur de Tel Aviv. Et écoutez, avant de nous quitter, on a un petit cadeau pour vous, parce qu'on est quand même galant. Donc Solène, notre productrice, vous a apporté des roses aux unes et aux autres qu'on va vous distribuer maintenant pour fêter ensemble cette journée internationale de la femme, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Voilà des belles roses, je vous en prie. C'est pour les unes et les autres. Et moi, je vais rejoindre Emmanuel Halimi maintenant pour la dernière séquence de l'émission. Et heureusement ce soir, je n'ai pas été le seul homme en plateau. Bonsoir mon cher Emmanuel Halimi. Bonsoir Benjamin. Alors, votre regard d'homme sur un débat avec beaucoup de femmes. Ce sera très intéressant ce soir. Ça commence par quoi? Ah, un tournage sous haute tension. Oui, il faut dire que le tournage a été long. Ils ne peuvent pas le savoir, les téléspectateurs devant la caméra. Mais il fait très froid ici. On a beaucoup patienté. Et bizarrement, on parle souvent de la patience de la femme. Mais bon, je plaisante. Oui, on verra si elles ont le sens de l'humour en découvrant justement vos dessins. On devrait faire grève, on interrompt le tournage. Il fait froid, il y a trop de bruit. On a eu des conditions difficiles, mais on l'a fait ce tournage et c'était le cas et c'était la passion. Prenez mesdames les dessins, justement on va voir si ça les fait rire. Alors cette journée de la femme, ça vous a inspiré aussi où là on parle consommation? On parle consommation parce que cette journée des droits de la femme finalement, je crains qu'avec le temps elle se transforme en un nouveau Halloween ou Noël ou encore les soldes. On va profiter de ça pour faire consommer, pour faire acheter, pour se démarquer parce que finalement... c'est quelque chose qui prime surtout dans cette société de consommation. Il faut que les gens consomment et c'est dommage, on perd l'essentiel et en plus de ça, consacrer une journée à la femme, est-ce que c'est pas finalement un petit peu masquer le problème ? Oui, elles ont besoin d'un peu plus, donc résultat, solde, dernière des marques, il y a même une nouvelle marque de téléphone, voilà, on va forcer les gens à consommer uniquement pour célébrer cette journée de la femme. Et les femmes qui m'entourent, à mon avis, ne diront pas le contraire. Alors, toujours autour de cette journée des femmes, proposons la fête de la femme. Oh, mais ça c'est Pourim, ça hein. Tout à fait, bah oui, c'est ce que j'ai écrit, ça existe, ça s'appelle Pourim. Dans le judaïsme, on en a parlé, la place de la femme dans le judaïsme. Si on étudie un petit peu les textes, on se rend compte que la reine Esther a sauvé le peuple juif et on parle d'une reine, d'une femme indépendante qui a su braver les doutes et les épreuves pour défendre le peuple, et ceci en collaboration avec Mordechai, avec Mardoché. Et donc c'est pas rien, parce qu'on a tendance aussi, avec le mouvement féministe, parfois à monter les uns contre les autres, mais non, c'est pas ça. Et à oublier que dans le judaïsme, la femme est dignement représentée via notamment Esther. Je vous reparlerai d'ailleurs de la spéciale Pourim que nous ferons ensemble dans quelques semaines. Préparez votre déguisement, mon cher Emmanuel. Alors, derrière chaque homme se cache une femme. C'est pas une femme. Ma mère, elle est où? Bah oui, c'est pas une vanne. Ma mère était vraiment derrière moi pendant le tournage. Elle est là quelque part ici. Bonjour, derrière la caméra. Bonjour madame. Donc le proverbe se confirme, derrière chaque homme se cache une femme. C'était vrai aujourd'hui pour moi aussi. Donc voilà. Et voilà, vous étiez sous surveillance ou sous la bénédiction de votre maman pour ce tournage. Allez, une petite dernière. Ouh, qu'elles sont belles. Magnifiques. Comment ne pas parler des femmes qui sont tête d'affiche en Israël? Alors évidemment, en ce moment, ça y est, les Tchakel, tout le monde ne parle que d'elle. Il y a Gal Gadot, il y a eu Gal Gadot les dernières années qui a incarné Wonder Woman
dans le monde entier. On a Golda Meir qui est encore une fois une icône de la femme forte. Donc femme sensible, s'abstenir en Israël. Parce qu'il faut avoir un sacré caractère. En tout cas, félicitations mon cher Emmanuel pour ces beaux et magnifiques Merci à vous, dessins. Benjamin. On va se quitter avec ça. À toutes et à tous, très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous pour cette conversation. Ici depuis le centre de Neve Tzedek à Tel Aviv. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre ville pour d'autres conversations.